À la une ce soir, la mobilisation du personnel de l'hôpital de Trinité continue. Après 3 jours de grève, les agents dénoncent toujours de mauvaises conditions de travail. La réunion prévue ce jour a très rapidement été ajournée à cause de l'absence de la direction du CHUM. La campagne présidentielle prendra fin ce soir à minuit sur les médias, soit 2 jours avant le grand scrutin chez nous. Une période de trêve qui risque d'être très difficile à observer sur les réseaux sociaux. Le CHU Pierre Zobda-Kittmann a inauguré ce matin un nouvel IRM. L'appareil serait 2 fois plus puissant et performant que les autres outils du même genre dans la Caraïbe. L'appareil a coûté 1,2 million d'euros. Et puis les équipes d'EDF sont à pied d'œuvre depuis ce matin pour vérifier l'état des lignes à haute tension. Il s'agit d'opérations de repérage d'éventuels risques en cas d'intempéries. Un travail très important à 3 mois de la saison cyclonique. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons tout de suite avec cette fusillade qui a eu lieu ce soir aux Champs-Élysées à Paris. Un policier a été tué et 2 autres sont grièvement blessés. Moins de 3 heures après l'attaque, le groupe État islamique a revendiqué l'attentat et la section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie. Les faits se sont déroulés aux alentours de 21 heures et l'avenue était encore bondée. Parmi les personnes présentes sur place, une Martiniquaise de 22 ans que nous avons joint au téléphone il y a à peine 1 heure. Elle se trouvait dans un magasin à proximité du lieu de l'attaque. Écoutez son témoignage au téléphone de Caril Chassol. J'étais dans un magasin de cosmétiques avec une amie qui est venue en visite à Paris. Et en fait, on était aux caisses du magasin et d'un coup, il y a plein de personnes qui se sont mis à courir parce que le magasin était rempli. D'abord, on s'est baissé avec mon amie et après, des gens ont dit courez, courez et on a entendu des coups de feu. Du coup, on s'est mis à courir aussi et les vigiles ont ouvert les portes. Ils ont été vraiment bien. Ils ont ouvert les portes pour qu'on puisse passer. Les gens se poussaient quand même, se marchaient dessus. Il y en a qui tombaient. Et du coup, on est sorti par derrière dans le magasin. On est arrivé dans les rues et on a continué à courir et on s'est réfugié dans un restaurant qui était à proximité. Ils nous ont acceptés bien gentiment. Ils nous ont laissé rentrer et rester là quelques instants. Depuis ce matin, comme on visite un peu les lieux et tout, on a entendu beaucoup de bruit de sirènes et on a croisé pas mal de militaires. Mais quand on voit ça, généralement, on se sent un peu en sécurité. Et là, quand ça s'est passé, on s'est mis à courir. Et je disais à mon amie qui est étrangère, non mais ça doit être une fausse alerte, mais on court quand même. Et puis c'est en étant vraiment dans le restaurant qu'on a pu revoir sur Internet qu'il y avait eu un policier qui avait été tué et l'assaillant qui avait été tué aussi. Et c'est là qu'on réalise que ce qu'on a entendu, c'était pas des bruits de choses qui tombaient à terre, mais c'était vraiment des coups de feu. De retour en Martinique avec les surveillants pénitentiaires qui ont fait un débrayage très tôt ce matin en écho à la mobilisation nationale. Un mouvement d'humeur qui n'aura duré qu'1 heure sans répercussion sur le fonctionnement de la prison. Les agents dénoncent la surpopulation carcérale et le manque d'effectifs. La prison de Ducos compte aujourd'hui 1050 détenus pour 730 places et il manquerait encore une quinzaine d'agents. Le syndicat FO demande la construction de nouveaux établissements pénitentiaires et la création d'un groupe de travail sur les problématiques des prisons ultramarines. Voyez les précisions du délégué national FO de la prison de Ducos qui s'exprime face à la caméra d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Nous avons aussi ce centre de semi-liberté dont M. Urvoas a signé les prémices avec le maire du Lamentin, M. Samo, au mois de juin 2016, qui aujourd'hui est au point mort, on n'entend pas parler. Donc ça nous pose beaucoup de difficultés en termes de gestion et des aménagements des peines pour cette population pénale qui est en surnombre incarcérée au CP de Ducos. Des revendications en termes d'effectifs aussi, parce que nous sommes en effectif déficient au CP de Ducos et des retraites. Les départs à la retraite ne sont pas remplacés depuis 2-3 ans. Ça ne peut pas durer. Nous réclamons aussi un certain nombre de structures administratives et immobilières qui existent en métropole et que nous n'avons pas ici, à savoir une unité hospitalière sécurisée qui permettrait et qui éviterait que nos collègues se fassent prendre en otage. Nous avons obtenu la création d'une instance de dialogue social au niveau de la direction des établissements pénitentiaires de l'Outre-mer à Paris, donc qui permettra que l'administration ait face à elle un contre-pouvoir syndical et permette de discuter, de dialoguer sur des sujets concrets et d'avancer ensemble. Et nous avons aussi obtenu que le DAP nous annonce que le préfet de Martinique est missionné pour trouver un terrain afin de construire et d'envisager ce deuxième établissement pénitentiaire.
Et toujours au chapitre social, la mobilisation continue à l'hôpital Louis Domergue à Trinité. Cela fait 3 jours que le personnel est en grève pour dénoncer de mauvaises conditions de travail qui mènent certains à l'épuisement. Une rencontre entre les grévistes et leur direction avait été programmée aujourd'hui, mais en l'absence du directeur du CHU de Martinique, elle a très rapidement été ajournée. Voyez ce reportage de Louis Sabas. Le personnel gréviste est toujours sous le choc de la nouvelle. Une de leurs consoeurs, aide-soignante, est entre la vie et la mort depuis mercredi. Elle aurait été victime d'une rupture d'anévrisme à la fin de sa garde. Pour ces agents, la triste conséquence des mauvaises conditions de travail en général et du manque de personnel, en particulier à l'hôpital de Trinité. C'est dû à du surmenage. La collègue a 24 récupérations de fériés à prendre. Elle en a demandé que 2 sur les 24. La cadre n'était pas en capacité de lui donner 2 jours supplémentaires pour se reposer chez elle. Parce qu'on n'a pas de service de remplacement de nuit en aide-soignant. En infirmier, je suis toute seule pour faire les nuits. C'est même plus du burn-out. On est dans une maltraitance institutionnelle et ça risque de se répercuter sur nos prises en charge. Dépression, internement en psychiatrie, d'agents hospitaliers, manque de matériel serait chose commune dans un hôpital de 40 ans devenu trop vieux. Depuis 3 jours, tous sont une nouvelle fois mobilisés afin de trouver des solutions au dysfonctionnement de l'établissement. L'un des principaux points de revendication reste la construction d'un hôpital sur un autre site, un projet évoqué de longue date qui n'a toujours pas vu le jour. Depuis 2008, il y avait un plan de financement pour ça de 60 millions d'euros qui a disparu. Et c'est ce que nous ne comprenons pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a un site donné par la municipalité de Trinité et ce site-là, il n'y a pas eu 1 euro à payer pour l'établissement. Quand même, il y a eu des choses qui ont été faites et qui nécessitent aujourd'hui, 9 ans après, que les gens se mettent sérieusement autour de la table avec nous pour nous donner un échéancier de reconstruction. C'est un droit fondamental pour le personnel de travailler dans des lieux sécurisés et la population d'être accueillie dans un lieu sécurisé. Les grévistes étaient à la table des négociations ce matin. Un rendez-vous écourté car ni représentant de l'ARS ni le directeur du CHUM n'assistaient aux pourparlers. Une direction qui ne souhaite pas, pour l'heure, répondre à nos sollicitations. En attendant la future rencontre entre les deux parties, la grève est reconduite jusqu'à la semaine prochaine, mais un service minimum et les consultations sont assurées par le personnel de l'hôpital de Trinité. Et pendant que le personnel de l'hôpital de Trinité manifestait aujourd'hui pour avoir plus de moyens, l'hôpital Pierre Zobda Kittmann présentait quant à lui son tout nouvel outil technique, un IRM qui serait le meilleur de toute la Caraïbe, 2 fois plus puissant que les autres appareils d'imagerie que nous avions jusque-là. Il permet d'avoir des images par résonance magnétique plus précises. L'outil avait déjà été mis en fonction depuis plusieurs mois mais n'a été officiellement présenté qu'aujourd'hui. Il a coûté 1,2 million d'euros. Voyez les précisions du chef de pôle de l'imagerie médicale du CHU de Martinique qui s'exprime face à la caméra de Louis Sabas. Eh bien, pour la prise en charge des patients en Martinique, il n'existait pas jusqu'alors une IRM de cette puissance et ça nous permet de réaliser des examens que l'on ne peut pas réaliser sur les autres IRM de l'île. Donc nous avions déjà un rôle de référent sur un certain nombre de spécialités. Avec cette IRM, on augmente notre expertise puisque c'est un examen qui ne pourra pas être fait ailleurs en Martinique, ni d'ailleurs dans toutes les petites Antilles. C'est le seul équipement de l'ensemble des petites Antilles. C'est un outil qui fonctionne tous les jours de la semaine et il fonctionne H24. C'est-à-dire que lorsque les patients en ont besoin aux urgences au milieu de la nuit, c'est réalisé, notamment pour tout ce qui est accident vasculaire cérébral. Et c'est le seul endroit de l'île où on peut avoir une IRM H24. Plus que 2 jours avant le grand rendez-vous dans les urnes. Vous le savez, nous voterons un jour avant les électeurs de l'Hexagone pour cette présidentielle. Et dès ce soir, minuit, la campagne médiatique prendra fin. Une période de trêve qui risque d'être difficile à observer sur les réseaux sociaux. Voyez les explications d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Depuis une vingtaine d'années, les réseaux sociaux sont devenus le nouveau mode de communication des candidats, et notamment depuis les campagnes présidentielles de 2007 et 2012. Mais pourquoi assiste-t-on à un tel engouement des politiques pour ces plateformes ?
Il y a deux réseaux sociaux qui sont particulièrement mobilisés par les candidats. D'un côté Facebook, qui est le plus populaire sans doute, et puis Twitter. Ces deux réseaux sociaux permettent aux candidats d'être en contact avec ceux qui les soutiennent, et pour en particulier Facebook, d'essayer de toucher un public plus large. C'est effectivement une source de mobilisation externe, donc à viser donc, plus large, et interne, c'est surtout une façon de maintenir en haleine les propres militants qui vont, de leur côté, travailler au service des candidats. Facebook, Twitter ou plus récemment Snapchat, autant d'outils de communication interactifs, mais qui pour ce spécialiste de la politique peuvent parfois être de faux amis. Les réseaux sociaux ont un autre défaut, c'est qu'ils entretiennent ce que j'appellerais une sorte de monologue interactif. Ça ne permet pas véritablement de délibérer autour des positions des candidats, mais on juxtapose toute une série de points de vue. Et de ce point de vue-là, je ne crois pas que ça soit véritablement de nature à enrichir le débat politique, même si ça reste une source importante d'information. À l'image des médias, les réseaux sociaux sont volontairement soumis à la fin de campagne, ce soir minuit heure locale. Il s'agit de préserver au maximum la liberté des électeurs sans influencer leur vote. Égard à ceux qui seraient tentés de poster des sondages via leur compte personnel. Les fraudeurs s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 75 000 €, un système toutefois encore en rodage. Il y a des sanctions qui sont prévues par la loi pour toute personne qui mettrait en circulation ces sondages. Mais si vous les mettez en circulation depuis le Canada, si vous êtes Canadien, ou depuis la Suisse ou la Belgique, l'État aura du mal à vous poursuivre. Généralement, les estimations arrivaient à partir de 19 h. Dimanche prochain, on les escompte à partir de 19h50. Donc il y aura très peu d'espace pour faire circuler, comme on a pu l'observer dans le passé, les estimations avant 20 h. Pour l'heure, les derniers sondages donnent en tête au coude à coude Emmanuel Macron et Marine Le Pen, suivis de François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. Verdict du premier tour ce dimanche. Et puisque nous parlons politique, notez qu'un grand débat vous sera proposé ce soir sur ATV. 8 représentants de candidats tenteront de vous convaincre sur le programme des aspirants à l'Élysée, avec un focus bien évidemment sur les Outre-mer. L'émission co-présentée par Kathleen Bilascopette, Eddy Marajo et Mike Irask sera diffusée en direct. Kathleen Bilascopette est d'ailleurs déjà en duplex sur le plateau. Kathleen, bonsoir. Dites-nous comment s'annonce la soirée. Bonsoir Sabrina et bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent. À J-2 du vote qui chez nous, on le rappelle, se déroule ce samedi. Nous souhaitons apporter un ultime éclairage sur la vision des différents candidats, sur l'outre-mer en général et en particulier sur les questions qui préoccupent les Martiniquais, pouvoir d'achat, lutte contre le chômage, égalité réelle. Alors, les 8 candidats ont été sollicités pour mandater les représentants à ce débat. Les 11 candidats ont été sollicités pour mandater des représentants à ce débat et 8 ont répondu à l'invitation. Kathleen. Oui, Sabrina, en effet, Jean Lassalle, Jacques Cheminade et Nicolas Dupont-Aignan n'ont pas donné suite à notre invitation. Ils n'ont d'ailleurs pas de représentants officiels sur notre territoire. Nous aurons donc 8 porte-paroles qui s'affronteront sur notre plateau lors de 2 débats à 4. Le premier débat opposera à 20 h les représentants de Philippe Poutou, en la personne de Marcel Selaï, de Marine Le Pen, représentée par Juvénal Rémire, d'Emmanuel Macron, représenté par Fred Lordino, et évidemment de Marie de Virginie, qui représente François Asselineau. Second débat aux alentours de 21h15, avec cette fois les représentants de François Fillon, en la personne de Nausicaa Niasme, Thierry Renard pour Jean-Luc Mélenchon, Ghislaine Joachim Arnaud pour Nathalie Arthaud et Teddy Delerey pour Benoît Hamon. Je précise que Sabrina, cette répartition est le résultat d'un tirage au sort organisé hier dans nos locaux. Et Kathleen, on rappelle que l'émission sera en direct, donc interactive. Tout à fait, les réseaux sociaux et les internautes ne seront pas oubliés. Les 2 débats sont à suivre évidemment en direct sur notre antenne, mais aussi en live sur la page
Facebook d'ATV et vous pouvez dès maintenant et tout au long de la soirée réagir. Notez le hashtag débat ATV. À tout à l'heure, le coup d'envoi, c'est à 20 h. Très bien, Kathleen, le rendez-vous est fixé. Et dans le reste de l'actualité, les équipes d'EDF sont à pied d'œuvre depuis ce matin pour vérifier l'état des lignes à haute tension. Il s'agit d'opérations de repérage d'éventuels risques en cas d'intempéries. Un travail très important à 3 mois de la saison cyclonique. Explication d'Anaïs Gall. Sur le tarmac de Bon Matin, l'équipe sait que la journée ne sera pas de tout repos. Sa mission aujourd'hui, survoler toute la moitié sud de la Martinique pour constater l'état des pylônes et des lignes à 63 000 volts. Des précautions qui permettent d'anticiper la saison cyclonique. Un connecteur de hélicoptère Fox 40 Papa Yankee Bravo, bonjour. C'est important de faire de la prévention parce que nous sommes dans un milieu insulaire qui peut subir des aléas climatiques. D'accord, donc l'idée c'est au préalable de pouvoir visiter nos ouvrages et s'il y a des zones effectivement qui méritent d'être élaguées, de pouvoir intervenir dans les meilleurs délais. Une fois dans les airs, l'hélicoptère évolue à basse altitude et s'approche des lignes en respectant les distances de sécurité. Des contraintes qui rendent le vol très technique. On est obligé d'avoir une attention permanente sur la ligne et en même temps sur le contrôle des paramètres de vol de l'hélico et une très grande vigilance sur tous les obstacles extérieurs qui pourraient arriver sur le parcours. Rien n'échappe au regard de Thierry Lopez. Le technicien tente de repérer les zones qui nécessiteraient une intervention. Les zones d'élagage, pour voir s'il n'y en a pas des soucis avec les arbres, et également les points de corrosion, vous savez, tout en Mali, et pour qu'on puisse améliorer nos visites quotidiennes. Toute anomalie est ensuite signalée aux services compétents pour gérer les éventuels travaux au sol. Mais pour être sûr de ne rien manquer, David Surbon photographie toutes les lignes. Les photos vont nous permettre effectivement, après la visite, de rédiger un rapport, donc basé sur des éléments factuels, les photos qui seront prises, et après pouvoir donc garder en mémoire, mettre à jour notre base patrimoniale, technique, et ensuite déclencher les interventions, comme a dit M. Lopez. Depuis 2014, l'entreprise EDF procède à une surveillance annuelle du réseau haute tension. Si jusque-là l'opération ne concernait qu'un tiers de l'île à la fois, cette année, l'entreprise souhaite améliorer ses services. Cette année, nous avons décidé de visiter l'ensemble des lignes haute tension du territoire parce que le souhait d'EDF, c'est de renforcer la qualité de fourniture de nos clients. Donc c'est pourquoi cette année, nous visitons l'ensemble des lignes. Pendant 2 jours, l'hélicoptère survolera plus de 500 pylônes et 21 lignes haute tension sur un réseau d'environ 200 km. De quoi se préparer au mieux à affronter la saison des pluies. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons de ce fait divers qui secoue le monde du football de la Martinique et de la Guadeloupe. Le footballeur Jimmy Négin a été poignardé à la suite d'une dispute conjugale hier soir. Et puis Hubert Bornil nous parlera des maisons insalubres du centre-ville de Fort-de-France, dont certaines posent des problèmes de sécurité pour les passants. C'est un nouveau fait divers guadeloupéen qui secoue l'île Sœur, mais également la Martinique. Jimmy Négin a été tué hier soir après une dispute conjugale. L'homme très connu dans le milieu du football en Guadeloupe et en Martinique rencontrait quelques problèmes conjugaux selon le voisinage. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce serait sa femme qui l'aurait poignardé. Voyez ce reportage d'Isabelle Hameau et de Moïse Dexter. C'est tout un voisinage qui est sous le choc depuis hier soir. D'après nos informations, hier après-midi, aux environs de 16 h, Jimmy Négin est entré ivre et énervé à son domicile. Il était légèrement blessé suite à un accident de scooter. Quelques heures plus tard, une violente dispute aurait éclaté entre le couple, celle de trop. Selon le témoignage d'une voisine, le couple se disputait régulièrement. De moments, on l'entendait crier aussi quand ils se disputaient. Le monsieur levait sa main sur elle, il la battait. Et donc, je suppose que c'est un ras-le-bol qui a fait tout ça. Et donc, voilà, chaque semaine, il y avait toujours une dispute. Et on les entendait jusque-là aussi. Même le soir aussi, on les entendait crier.
Et la dame les jouait aussi beaucoup. La jeune femme, nommée Marie-Michel Nomède, aurait expliqué avoir été victime de violences répétées de la part de son compagnon, notamment hier soir où sa seule défense aurait été fatale. Suite à ce drame conjugal, un comité de soutien a été monté par ses proches pour l'accompagner dans cette épreuve. Pour nous, dans l'immédiat, que c'est monter le collectif, faire une réunion et de voir aussi quelles possibilités nous allons faire. Je pense que la priorité, ce sera déjà en priorité une marche. Là, on tombe dans le week-end effectivement présidentiel, mais je pense que là, on va quand même activer puisque je vais me rendre aussi chez la famille tout à l'heure. Et d'ici là, on va savoir au niveau des avocats qui sont arrivés depuis hier soir, quelles seront les dispositions qu'on aura à prendre, puisqu'il y a quand même 4 enfants. 4 enfants, c'est vraiment malheureux, mais il y a quand même 4 enfants, et dont 2 enfants qui étaient là au moment du drame. Le but pour nous, c'est de voir déjà comment elle était, puisque Marie-Michel n'est pas une personne violente et autre, et d'après effectivement sa sœur, ça fait un moment qu'elle subissait, même de sa maman aussi. J'ai eu l'occasion de discuter avec elle, effectivement, je ne vais pas le dire là, mais effectivement qu'elle souffrait déjà depuis un moment. Sa sœur m'a confirmé effectivement qu'elle avait déjà porté plusieurs plaintes et qu'il y avait quelques jours, plus de 15 jours, qu'elle demandait à Jimmy de partir. Nous, on ne va pas trop rentrer dans sa vie privée, hein, effectivement, mais pour nous, c'est être surtout solidaire avec elle et avec la famille. Marie-Michel Nomède a été placée en garde à vue le temps de procéder aux premières investigations. Elle a subi des examens médicaux à l'unité médico-judiciaire du CHU de Pointe-à-Pitre. Ceux-ci devront confirmer ces déclarations. Direction la Guyane maintenant où les sessions de travail se sont intensifiées ces dernières 24 heures. Élus et membres du collectif pour la Guyane décollée se sont retrouvés pour valider de nouvelles versions des accords de Guyane avant de les présenter au gouvernement. Voyez ce reportage de Natacha Maltaverne. La réunion entre les élus de la CTG et le collectif pour la Guyane décollée aura duré 1h30. Un point principal était en discussion. Il figure en page 7 des accords de Guyane. Le gouvernement pourra être saisi par le Congrès des élus pour un projet d'évolution statutaire. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le Congrès pour lancer les travaux généraux du territoire. D'accord? C'est juste pour lancer les travaux, pour que toute la population soit consultée dans la réunion du territoire, qui fasse commenter leurs demandes et leurs propositions. Ça, c'est la priorité. In fine de ce travail-là, le projet sera finalisé. C'est à ce moment-là seulement, une fois ça abouti, que nous verrons la question statutaire. Aucun calendrier n'a été communiqué durant cette réunion. Demain, lors de la plénière qui sera consacrée au vote du budget, une commission ad hoc sera chargée de préciser ce calendrier. Le Congrès devra aborder le projet de société et à travers le projet de société, il devra définir, on va dire, l'analyse des évolutions statutaires. 73, 74, 72, sui generis. Mais on en est loin pour l'instant. Pour l'instant, ce que les Guyanais attendent, c'est que véritablement on leur présente le projet de société qui crée de l'emploi, qui crée de la dynamique, qui favorise la multi-ethnicité de ce territoire, la multiculturalité, et permettent enfin à ce que nos potentialités puissent être développées. Les représentants des socioprofessionnels ont ensuite pris la parole pour faire part de leurs doléances. Il faut que absolument, vous, Monsieur le Président, vous trouviez une solution. Laquelle, je ne sais pas, mais il faut qu'il faut qu'on puisse se voir ensemble avec l'ensemble des filières pour que les petites entreprises guyanaises puissent pouvoir exécuter ces travaux et pouvoir capter cette manne financière. Parce que si nous continuons comme ça, je pense que toutes les entreprises guyanaises sont amenées à disparaître. Le président de la CTG a promis la transparence sur les appels d'offres et a assuré que les petites entreprises auraient leur part du gâteau. Revenons maintenant sur le rendez-vous dont nous parlions avec notre invité hier soir, qui s'est tenu aujourd'hui à l'espace Camille Darcière à Fort-de-France. Le workshop proposé par le CERMAC a attiré de nombreux stagiaires. Voyez cette ambiance captée par Anaïs Gall. On leur propose de la house dance, on leur propose du break dance et on leur propose de la dancehall. Donc c'est des danses qui sont très urbaines, qui paraissent comme ça de loin plutôt pas inaccessibles mais difficiles d'accès. Et nous on leur apporte ça, on leur prouve que c'est pas difficile en fait.
ça s'adresse à tous, c'est vraiment intergénérationnel. Donc le stage commence à partir de 7 ans pour le hip-hop, à partir de 10 pour la dancehall. Même si ça peut commencer avant, parce que je m'adapte pas mal au public, tant qu'on a la pêche et qu'on est passionné, on accueille les gens avec grand plaisir. J'ai rêvé de danser avec Quincy, à au moins faire un cours avec elle, même si c'est pour un petit moment, 3 jours, vu que c'est 3 jours de stage, au moins faire quelques jours avec elle pour prendre pour plus évoluer. Franchement, elle était super, les danseurs sont au top, franchement, il y a de l'énergie, il y a l'envie de danser, c'est rien à dire. Allez, nous nous rapprochons encore plus de vous. Nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence au centre-ville de Fort-de-France qui compte bon nombre de maisons abandonnées et insalubres. Certaines deviennent dangereuses pour les piétons à cause de leur structure de moins en moins stable. C'est le cas notamment d'une habitation à la rue Lamartine. Hubert Bornil et Valérie Vincent se sont rendus sur place. Regardez. On a beaucoup parlé de ces nombreuses maisons abandonnées sur le territoire foyalais, mais il faut aussi s'arrêter sur ces nombreuses habitations présentant un caractère de délabrement assez avancé. C'est ce qui se passe ici à la rue Lamartine. Alors évidemment, les commerçants se plaignent et des piétons aussi craignent pour leur sécurité. Regardez. C'est un sérieux problème que certains commerçants et riverains pointent du doigt. Et des cas comme celui-ci, d'après des sources de la mairie, il y en aurait une bonne centaine, rien que dans le centre-ville. Ça tombe sur lui, vous avez vu comment c'est fondu, alors là... Ouais. Mais ils ont bien des propriétaires, ces maisons? Non, il n'y a presque pas. Une difficulté donc pour les passants obligés de contourner la palissade située sur le trottoir et un certain sentiment d'insécurité pour les commerçants voisins qui souhaiteraient une réaction beaucoup plus rapide de la part des autorités municipales. Après, c'est souvent aussi un problème à qui appartient la maison. On ne sait pas qui est vraiment le propriétaire, c'est en France, ailleurs, c'est les héritages. Qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous? Je ne sais pas quoi vous dire. Mais est-ce que ça pose un problème vraiment? Je pense que oui. Évidemment, la mairie est informée de ces situations, mais comme toujours, on nous explique que ce sont des dossiers assez lourds à traiter. Ce qu'il faut bien comprendre, il n'y a pas très longtemps qu'on est en train de récupérer le bien parce que ce bien-là est en abandon manifeste depuis justement un certain nombre d'années. Et donc, quand on l'aura concrètement et réellement dans le patrimoine de la ville, nous pourrons faire ce processus de remembrement avec la société Ozanam pour qu'il y ait un projet d'aménagement nouveau avec un nouveau bâtiment qui sorte de terre. Mais on se bat. Sur la question sécuritaire, c'est-à-dire protection des passants, le maire est sensibilisé sur cette question. Voilà en tout cas le propos de la mairie. Maintenant, est-ce que cela participe à rassurer les gens? Ça, c'est une autre question. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Des travaux de mise en œuvre de signalisation seront effectués sur la RN5 entre l'échangeur de l'aéroport et le giratoire de Ducos. Le chantier commencera dès ce soir 20 h et la circulation sera réduite à une voie dans le sens Lamentin-Ducos. Bien évidemment, vous êtes priés de respecter la signalisation et de rester prudents. Information pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain maintenant. Comme chaque vendredi, un camion de l'EFS sera stationné sur le parking de la Grande Récré de 13 h à 18 h à Cocotte-du-Cos. Une équipe de l'EFS est également à votre disposition de 9 h à 16 h à la Maison du Don au CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier Laménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants avec Antje Peya. À tout de suite.